Bonjour à tous, je suis Marion Cassio, je travaille chez Poppins, je suis en charge des affaires médicales et publiques chez Poppins et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer une session intitulée L'intelligence artificielle, quels usages pour compenser les difficultés des 10 ». C'est pas moi qui vais en parler, j'ai deux experts avec moi. Professeur Mohamed Chetouani, vous êtes directeur adjoint de l'Institut des, je veux bien votre aide, Système intelligent et robotique. J'ai essayé de l'apprendre, mais et de Sorbonne Université et CNRS. Et vous allez nous parler de l'intelligence artificielle centrée humain et comment développer et évaluer ce système d'IA. Et Sophie Bernhardt, vous êtes référente pédagogique et formatrice à la FF10 et enseignante. Et vous allez nous parler de comment intégrer l'IA dans le contenu pédagogique. Mohamed, je vous laisse la parole. Donc bonjour, je suis Mohamed Chetouani, moi je suis professeur ici à Sorbonne Université, donc vraiment ici sur les lieux. Notre labo il est juste à côté, donc ça me met aussi l'occasion pour vous dire bienvenue chez nous. Je ne sais pas si on vous l'a fait ce matin ou pas, mais au moins je vous le dis. On a aussi, vous avez vu, on a la fête de la science aujourd'hui, donc on est pas mal pris aussi, c'est pour ça aussi que j'étais pas là ce matin. Donc moi je suis directeur adjoint de l'Institut des systèmes intelligents de robotique et je suis aussi chargé de mission handicap en fait de la faculté ici des sciences et je vous expliquerai un petit peu ce qu'on fait. Donc on a un peu ces deux casquettes. L'ISIR, vous en avez un petit peu entendu parler tout à l'heure en réalité parce que hop, il veut bien revenir. Ouais, c'est ça. Ah, là, c'est mieux. Vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu pas mal de collaborations qu'on a eu justement avec Poppins, par exemple. Mais on a aussi des collaborations, tout à l'heure Marie en parlait, des projets. On travaille beaucoup avec pas mal de collègues aussi sur les troubles du neurodéveloppement depuis plusieurs années. Donc peut-être ce que j'ai voulu faire, ce qu'on m'a demandé aussi, c'est de définir un peu de quoi on parle. Donc souvent on parle d'intelligence artificielle. On n'a pas le temps de rentrer dans toutes les définitions de ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais on va plutôt parler d'intelligence artificielle centrée humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ce qu'on met dans HCI, c'est-à-dire Human Centered AI. En fait, ils sont conçus en réalité pas pour remplacer les humains. C'est ça qui est très important. Souvent, ça a été dit tout à l'heure, je crois, par exemple pour les polices, tout ça, où l'idée, c'est pas de remplacer, mais c'est d'amplifier. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on entend par amplifier, augmenter. Donc, il y a une notion qui va être importante, qui va être la collaboration derrière. En fait, derrière, ce qu'on entend, c'est beaucoup des niveaux d'autonomie. Quand on parle d'intelligence artificielle, souvent, on pense à quelque chose qui est complètement autonome. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Et si on regarde aussi le niveau des différents autonomies qu'on peut avoir, on va avoir des assistants. Par exemple, l'humain propose et ensuite, finalement, l'IA peut proposer et ensuite, on va avoir des suggestions où la décision va être prise par l'humain. On va avoir des IA qui vont être collaboratives. Je vous donnerai ensuite des exemples. Donc là, on va collaborer avec l'humain. On va avoir aussi des IA qui vont être complètement autonomes, mais parfois supervisées quand même par un humain. Et donc ça, c'est un des enjeux, c'est comment on va travailler sur ce niveau d'autonomie. Et historiquement, on a toujours travaillé un peu sur ce niveau d'autonomie qui est en réalité extrêmement simpliste, qui est beaucoup plus riche que ça, qui est finalement comme si on le voyait sur une dimension en disant soit c'est l'humain qui contrôle, soit c'est la machine qui contrôle. En réalité, aujourd'hui, on travaille sur des choses plus compliquées. Là, vous avez quelques exemples où on a des systèmes de diagnostic où finalement c'est plutôt le traitement de données qui est important. Donc on va traiter énormément de données, on va avoir une intelligence artificielle qui va permettre de le faire. On va voir, et on va en parler tout à l'heure, des choses autour de l'éducation, où c'est finalement, on est obligé, et là c'est intéressant parce qu'on a à avoir une collaboration, une sorte de collaboration entre l'humain, et donc souvent par exemple un enfant, où on va parler tout à l'heure d'adulte aussi, où il faut collaborer. On va voir de l'industrie, par exemple, c'est des situations classiques.
Je vous mets ici des exemples de ce qu'on a aujourd'hui en intelligence artificielle. Je pense que ce qui est important, c'est l'image en dessous. Alors, je l'ai mis en robot parce que mais l'intelligence artificielle n'est pas forcément physique, mais souvent, et moi je suis dans un laboratoire de robotique, donc on va mettre ça dans un corps qui est un embodiment, même si le mot corps est pas terrible. En anglais, on dit embodiment, mais on va le rendre physique. On va le rendre dans l'interaction physique. Et là, c'est pour illustrer un peu le type d'interaction qu'on peut avoir. Et en fait, on peut le faire avec même des logiciels. On va avoir, par exemple, la coexistence. Bon, la coexistence, ça veut dire que, par exemple, un robot fait des choses et l'humain est là. Par exemple, dans l'industrie, on a beaucoup ça. On a des robots industriels, mais les humains sont à côté, mais ils ne sont pas dans le même espace. Par exemple, rien que pour des questions de sécurité. On va avoir de la coopération qui va être synchronisée ou simultanée. Par exemple, je fais, le robot fait. On va faire ensemble des choses. Et ensuite, on va voir ce qu'on appelle la collaboration. Et aujourd'hui, notre enjeu en intelligence artificielle, c'est de travailler sur la collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire la collaboration? Ça veut dire qu'on partage des choses, on partage des objectifs, on va partager des représentations, des intentions. Et donc, on va mettre des modèles mathématiques derrière qui vont nous faire ça. Et l'objectif et notre recherche, souvent, c'est de collaborer. Et quand on va faire de la collaboration, l'idée, c'est de ne pas remplacer, encore une fois, mais c'est de pouvoir augmenter. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples juste après. Donc rapidement, quelques exemples. J'en ai choisi deux assez rapidement. Un sur l'apprentissage de l'écriture avec un robot. C'est un travail qu'on a fait au laboratoire avec le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Pitié-Salpêtrière, pas très loin d'ici, pour faire simple, en fait, on a des enfants qui sont pris en charge tous les jours dans le service de psychiatrie, mais en fait, très souvent, et ça arrive très souvent, qui refusent en fait de rentrer même dans les séances, par exemple, de psychothérapie, de psychomotricité ou d'orthophonie. Et donc ce qu'on a fait, c'est se dire on va utiliser la robotique, et là l'intérêt c'est plutôt d'engager, un peu comme François tout à l'heure avec les jeux sérieux, c'est de se dire on va trouver des solutions qui vont nous permettre de mieux expérimenter et d'avoir d'autres expérimentations. Et donc là on a travaillé sur un scénario qui est assez intéressant, et c'est là où vous allez voir un peu la question de amplifier. On ne remplace pas, parce que souvent on se dit on va remplacer, donc on va mettre des robots qui vont remplacer par exemple les psychomotriciennes. Ici, je vous le dis tout de suite, on n'en réduit pas le nombre de personnes, il faut quand même que la psychomotricienne soit là dans cette expérience. Le jeu, comment il fonctionne? Le jeu, donc c'est un ensemble de jeux, alors beaucoup moins évolué que ce que fait Poppins, mais l'idée est la même, c'est-à-dire qu'on va jouer, on va interagir. L'objectif ici, c'est par exemple, on va le prendre ici sur l'écriture où il y a marqué football. On va pouvoir écrire, et en fait, le robot, il va écrire de la même manière que l'enfant. C'est ça l'idée, c'est qu'on va avoir comme ça une sorte d'imitation, et on sait que par exemple l'imitation est fondamentale dans les troubles du neurodéveloppement. Et donc on va avoir comme ça une façon de pratiquer qui va être intéressante, où les enfants vont pouvoir enseigner au robot. Ils se retrouvent dans une autre situation où ils enseignent au robot, et le robot, comme ça, petit à petit, apprend en fonction de l'enfant. Ce qui a été très intéressant, c'est que ce travail-là, on l'a fait pendant plusieurs semaines. Et déjà, c'est très motivant pour l'enfant, ça permet d'engager l'interaction. Et ce qu'on a pu voir, et on va discuter après d'évaluation, c'est que déjà, il y a une motivation qui est là, ce qui est déjà très important. Mais aussi, il y a, ici, on voit des courbes qui sont des sortes d'évolution en fait, de la qualité de l'écriture, en qualité et en rapidité. Et on voit très bien que ça s'améliore. Alors évidemment, c'est qu'un enfant, et ça, on va revenir dessus tout à l'heure, mais on a ce sujet d'avenir. Donc pour revenir sur l'intelligence artificielle, ici, ça veut dire qu'on a développé des algorithmes pour faire ça, mais tout à l'heure, j'ai entendu l'histoire autour de la délégation interministérielle. On va en parler tout à l'heure, parce que je coordonne aussi le LILAB, qu'on a aussi vu tout à l'heure. On travaille beaucoup avec pas mal de collègues sur le Living Lab et le Learning Lab, et il y a quelques années, on nous a posé dans la stratégie nationale, qu'est-ce que peut faire l'IA? En gros, je vous résume la question, pour les troubles du neurodéveloppement en général, chose à laquelle j'ai répondu rien. Parce que, en fait, comme ça sert à rien. Mais si on le développe comme là, c'est-à-dire avec les psychomotriciennes, avec les professionnels, on va pouvoir avoir des systèmes qui vont être efficaces. Et c'est ce qu'on appelle, ça c'est un exemple d'intelligence artificielle centrée sur l'humain, dans le sens, on va regarder, on va essayer de...
Je peux vous dire qu'avant d'arriver à ce scénario-là, on fait plein de choses qui ne marchent pas en fait. Et on a plein de choses du type ça ne sert à rien votre truc, ça ne marche pas, il y a des bugs et ainsi de suite, on ne voit pas l'intérêt avant d'arriver à ça. Dernier exemple, très rapidement, je ne pouvais pas ne pas parler du monde un peu universitaire et étudiant. Donc c'est un travail qu'on fait aussi, ça a été mentionné tout à l'heure à Tipeee Friendly aussi, et qu'on fait aussi au Lilab, ici sur ma casquette un peu plus chargée de mission handicap. On a un sujet, les troubles du neurodéveloppement, je pense qu'il y a peut-être aussi les collègues du service handicap peut-être ici qui sont arrivés, mais c'est la majorité en fait. Et c'est à l'université, on a plus de 1000 étudiants ici qui sont suivis par le service handicap, et je peux vous dire on est à 30-40% troubles du neurodéveloppement en général. Donc c'est énorme et ça fait qu'augmenter. C'est une réussite aussi du lycée en fait, c'est ça qu'il faut se dire, mais c'est une difficulté. Donc là, je vais juste vous expliquer comment on utilise l'intelligence artificielle, et je pense que ma collègue aussi va vous en parler un petit peu après. C'est toujours cette idée d'IA centrée sur l'humain. Donc on va regarder les besoins, et il y a un besoin qu'on a identifié avec Tipeee Friendly, avec pas mal de collègues dans le supérieur, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité des consignes en fait. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un aménagement qui existe à l'université, il y a ce qu'on appelle le tiers-temps, c'est-à-dire donner plus de temps, mais il y a un aménagement qu'on utilise à l'université qui s'appelle reformulation des consignes. Je peux vous dire, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Il est pertinent, il faut reformuler les consignes, mais comment vous reformulez les consignes quand vous êtes enseignant, quand vous n'êtes peut-être même pas le rédacteur de l'examen, par exemple. C'est un vrai problème, sans donner la réponse, par exemple. C'est le vrai problème. Donc c'est ce qui s'est passé, on s'est posé la question, comment on va le faire avec pas seulement de l'intelligence artificielle, mais comment on va utiliser la question de l'intelligence artificielle pour le faire. Ce qu'on a utilisé, c'est une grille qu'on a développé dans Tipeee Friendly. Et donc là, je dirais, c'est même pas de l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre université. On a créé un groupe de travail pour essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire reformuler. Et tout à l'heure, ça a été dit par les collègues, ça, c'est utile à tout le monde. Dans notre université, en L1, au niveau L1, on a plusieurs milliers, on est en faculté des sciences ici, on a plusieurs milliers d'étudiants. Je peux vous dire qu'on a aussi une proportion très importante d'étudiants qui n'ont pas accès au français ou qui ont vraiment des difficultés en français, et pas parce que seulement ce sont des étrangers, parce que des fois c'est difficile. Un cas très classique, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, mais par exemple, quand vous mettez dans un examen le cas échéant, vous allez voir les réponses derrière. Le cas échéant, c'est très simple, mais il faut avoir accès au français, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et là, il y a des vraies difficultés autour de ça. Donc on a travaillé sur des grilles pour essayer d'identifier quels sont les éléments. Donc c'est un travail entre la linguistique, il faut connaître également les troubles du neurodéveloppement, l'informatique pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir programmer. Et ce qu'on a fait, je vais vous montrer le résultat, c'est qu'on a utilisé, je pense que vous avez tous entendu parler des grands modèles de langage, sans faire de pub à des dispositifs, tout ce que ça a été dit de plusieurs fois. Mais en fait, leur capacité, ces logiciels-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, en réalité, ils ont été entraînés sur des grandes bases de données pour résumer des données. Okay, leur travail initial, c'est de résumer. On les utilise beaucoup pour transformer du texte en un autre texte. C'est ce qu'on fait. Résumer, c'est prendre un texte qu'on transforme dans un autre texte. C'est ce qu'on fait. Ils savent faire de l'image, ils savent faire un nombre de choses. Là, je vous montre un exemple où c'est un vrai exercice qu'on a utilisé dans Tipeee Friendly, qui est question 1, vous êtes avocat et l'un de vos clients se dit victime de pratiques anticoncurrentielles. Je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est intéressant de l'avoir utilisé. De quoi s'agit-il? Première question. Devant quelle instance pouvez-vous porter l'affaire et les outils? Voilà un exemple avec l'IA générative. Vous allez voir ce qu'on va faire juste après. Donc l'idée, c'est de prendre ça et d'utiliser l'IA générative pour le reformuler. Et là, je vous donne ce que ça donne en reformulation. Donc, c'est des résultats préliminaires. Mais on est capable, à partir de questions qui sont très simples, de retraduire ça pour des étudiants. Et l'idée, alors là, je mets résultats préliminaires parce qu'on doit le retravailler. Mais vous voyez que d'une question très simple, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? En fait, comment nos étudiants y répondent à de quoi s'agit-il? Ils font des annales. C'est comme ça qu'ils font. Pourquoi? Parce que de quoi s'agit-il? On ne sait pas y répondre. Donc ils utilisent les annales pour essayer de comprendre comment l'enseignant, qu'est-ce qui est attendu. Donc ce qu'on a fait, c'est plutôt utiliser ces données-là pour essayer de se dire, est-ce qu'on peut traduire ça de manière spécifique en un certain nombre d'étapes? La difficulté, c'est de ne pas donner la réponse. Parce que si j'utilise par exemple un modèle de langage, si je donne ça, il va me donner la réponse.
qui peut être bonne, qui peut être fausse, mais l'objectif, c'est de guider. Et donc ça, c'est aussi notre enjeu, c'est de pouvoir développer des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de guider sans donner la réponse. Et vous voyez cette idée de collaboration, c'est-à-dire je dois collaborer sans faire pour l'autre. C'est ça l'idée. Donc voilà, je vais juste finir sur l'évaluation. C'est un grand travail qu'on a fait quand on a créé le LILAB au sein de la délégation au début, trouble plutôt autisme, c'était plutôt sur l'autisme, et ensuite on est passé trouble du neurodéveloppement. La première question qu'on se posait, c'était d'évaluer des systèmes. Là, je mets IA, mais en fait, c'est en numérique en général, comment on évalue. Si vous allez sur n'importe quel site, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de dispositifs, de solutions, mais en fait, on ne sait pas lesquels fonctionnent. Et donc, tout le travail qui est important, c'est de trouver des méthodologies qui sont centrées sur l'humain. On a eu des exemples. On a travaillé avec Poppins, justement, sur tout le travail qui avait été fait au sein du LILAB pour développer des méthodes. Aujourd'hui, rien que évaluer une méthode d'intelligence artificielle dans le champ des troubles du neurodéveloppement, c'est une difficulté. C'est un champ de recherche pour faire. Donc là, je vous mets quelques exemples. C'est valider des grilles, développer des grilles. On a développé un certain nombre de grilles qu'on co-développe avec des personnes concernées pour savoir si elles sont pertinentes ou pas, qui peuvent être dans le champ de l'éducation ou pas. Et ensuite, c'est les concevoir, et donc il y a toute une phase de conception. On les développe chez nous dans le laboratoire, mais de plus en plus, on accompagne des gens qui développent eux-mêmes. On a de plus en plus de gens qui viennent nous voir pour dire « j'aimerais développer tel dispositif, comment on peut le faire, comment on peut », et donc on essaie d'accompagner. Voilà, je vais m'arrêter là sur les exemples et vous dire qu'en fait, ce qu'on appelle les systèmes aujourd'hui d'intelligence artificielle centrés sur l'humain, en fait, ça doit être sur toute la phase de la conception, vraiment de l'idée, jusqu'à l'évaluation. Et finalement, quand on fait l'évaluation, là, on a l'impression qu'on a fini. Je peux vous dire qu'en fait, on recommence à zéro très souvent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas bon, on est obligé de reprendre et on pourra rediscuter de ça. Et donc là, je vais vous mettre quelques exemples, mais le cœur pour nous, c'est de collaborer. Et en fait, parfois, avoir un système qui fait tout seul, c'est plus facile que de mettre un humain. Je peux vous dire que pour les roboticiens, tout à l'heure on parlait de robotique, un humain est un problème. C'est un vrai problème. Si on l'enlève, c'est mieux. Le faire naviguer, par exemple, ici un robot, on aura zéro problème. Vous mettez des tables, vous aurez zéro problème. Vous mettez un humain, vous avez un problème. Donc c'est là où on a des difficultés. Et finalement, c'est là où ça devient encore plus compliqué, des défis pour les gens qui développent aussi des systèmes d'intelligence artificielle. Voilà, merci. Merci Mohamed. Bon, bah, c'est mon tour. Alors, moi, je suis enseignante neuroatypique et dans un quart d'heure, vous allez à peu près savoir de quelle atypie il s'agit. Donc, je vais vous faire une présentation. C'est là ? Ah, super. Donc, l'idée, c'est que l'IA est apparue en janvier 2022 pour le grand public. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Ah, j'aurais adoré avoir ça à l'époque où j'étais à l'école et que je souffrais. » Vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc, depuis, je m'y intéresse. Et donc, on va regarder plusieurs choses. Et l'idée, c'est que vraiment, l'IA va changer quelque chose de fondamental dans la pédagogie. Les profs ne sont pas tous au courant. Mais c'est vrai. C'est qu'a priori, la notion de savoir descendant va disparaître rapidement. Et qu'il va donc vraiment va falloir se centrer sur la pédagogie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. L'idée, c'est que l'IA... ça va permettre de déléguer les tâches répétitives, de créer une forme ludique et accessible au savoir, et ça c'est vraiment important, on en a parlé, on en parle à chaque fois qu'on se retrouve en fait, de travailler les compétences langagières, puisque l'école c'est que du langagier, c'est que du langagier, personnaliser et reformuler jusqu'à ce qu'on puisse comprendre, et aussi compenser les besoins spécifiques des élèves. Et je vais essayer pendant un quart d'heure, il faudra me dire quand j'aurai plus que 5 minutes, comment ça peut fonctionner pour donner donc une autre fonction à la pédagogie, et on y va. Donc déjà, pour tous les enseignants, ce qui est formidable, c'est que créer une séquence pédagogique avec l'IA, ça prend maintenant 2 minutes. Ça veut donc dire que si vous avez une invite qui est vraiment intéressante, vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement précis, et tout d'un coup, au lieu d'aller chercher je suis aussi enseignante, donc je sais de quoi je parle, aller chercher dans des manuels une forme idéale qui n'existe pas, on peut vraiment travailler son invite pour voir ça. Par exemple, ici, j'ai dit qui j'étais, j'ai dit ce que je voulais, et je dis vraiment quel est mon objectif. Donc, je suis une nouvelle enseignante en primaire, je dois apprendre à des enfants à lire, et donc je lui demande de me créer une séquence pour 3 semaines de travail avec les enfants, avec 1 heure de travail par jour.
Ce qui est intéressant dans ce prompt ou cette invite, c'est que tout d'un coup, la posture de l'enseignant va changer. Il doit réfléchir à ce qu'il veut obtenir et pas comment il va le faire, puisque l'IA va lui faire, je vous montre, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ça lui a pris 1 minute pour le faire. Si l'enseignant n'est pas hyper satisfait, il peut redemander d'aller travailler. Est-ce que le jour 4 de la semaine 2, tu pourrais me proposer un autre travail? Moi, je le fais souvent. Et vraiment, ça marche très, très bien. Et d'ailleurs, il me parle même des ressources et matériels. Et là, on voit que les petits textes illustrés pour débutants ou les cartes syllabes et cartes images sont à fournir. A priori, les familles vont fournir l'ardoise et le feutre. Donc moi, je vais aller plus loin. Je vais lui demander s'il peut me donner plusieurs exemples de petits textes. OK. Et donc là, il m'en donne 3. En vrai, il m'en a donné 6, mais ça faisait trop petit sur la slide. Donc j'ai choisi ceux-ci. Donc il y en a 3. Et vraiment, ce sont des exemples qui sont utilisables à l'école. Et je suis même allée lui demander s'il pouvait me créer une image pour la pomme. Et il me l'a faite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une capacité, grâce à l'IA, à générer des séquences pédagogiques qui est vraiment, j'ai envie de dire que la seule limite sera l'imagination de l'enseignant. Et donc, ça va lui dégager un temps incroyable pour faire de la pédagogie différenciée. Et pour faire de la pédagogie différenciée, il a juste à le demander. Il demande si on peut lui faire, vu que c'est un expert en pédagogie différenciée, l'IA, quel que soit. Donc j'ai mis différents exemples. Il y a Claude, Mistral et GPT, mais il y en a d'autres, hein, vous pouvez les utiliser. Et ça marche pareil. Là, je lui demande de créer des exercices de mathématiques adaptés. Et il me le fait. Difficulté 1, difficulté 2, difficulté 3. Et en plus, dans celle-ci, il me demande il me parle de cartes de représentation visuelle pour des cartes à points. Et là, bah, il me le fait, en fait, si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Ça, ce sont des cartes à points qu'il m'a réalisées. Ce sont des PNG qui sont donc téléchargeables par l'enseignant, puis ensuite distribuables. Encore faut-il que l'établissement veuille bien qu'on fasse des photocopies. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des outils qui sont extrêmement accessibles. Ce qui est important aussi, c'est que ça permet aussi aux familles d'aller interroger les exercices, tout simplement en demandant quel est l'intérêt pédagogique d'un exercice donné par l'enseignant et de pouvoir y voir une source ou une solution. Est-ce que c'est clair? Oui, je crois. Merci. J'essaye toujours de savoir. Donc là, l'idée, c'est pareil. Ça, c'est un cours de 4e qui a été donné par un enseignant. Et donc, en fait, on va lui demander de le simplifier. Exactement comme ce qu'a dit mon collègue. Aujourd'hui, l'enseignant, lui, il peut très bien demander de résumer ce cours en direction d'un élève atteint de dyslexie. Et hop, il le fait. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me propose 2 solutions. C'est à moi de choisir la solution qui me convienne. Et si aucune des 2 solutions ne me convient vraiment, je peux lui demander de me le reformuler. Lui, il ne sera jamais fatigué, l'IA, pour le faire. C'est quand même cool. Et donc, l'idée, c'est que, évidemment, si l'enseignant ne le fait pas, l'élève, ou, soyons clairs, ses parents et l'élève pourront le faire avec lui. Et donc, tout d'un coup, moi, j'ai choisi cette version. Voilà. Alors par contre, cette version-là, je ne lui ai pas demandé de le faire. J'ai fait un CTRL A ou commande A, et puis j'ai choisi la police dyslexie qui, moi, me convenait. Et surtout, ce qui est super, c'est qu'avec ce travail-là, après, l'enfant, lui, peut surligner les éléments importants, ou le parent peut surligner l'élément important, ou l'enseignant peut donner cette version-là à toute la classe. Un aménagement intelligent profite à tous les enfants. C'est Michel Mazot qui le dit. Et donc là, l'idée, c'est qu'après, on peut surligner en classe. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner la solution à l'enfant, mais on va vraiment travailler à... Je ne sais pas si vous avez essayé de faire surligner dans un texte les mots importants à un élève qui a une dyslexie, mais lui, il va souligner tout ce qu'il ne comprend pas, puisqu'il part du principe que s'il ne comprend pas, c'est que c'est important. Alors qu'ici, si on le fait avec toute la classe, on a moins ces difficultés-là. Et en plus, c'est des photocopies noir et blanc, donc normalement, l'école sera toujours encline à ce que vous le fassiez. Je lui ai aussi demandé comment il faisait, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Je ne suis pas du tout aussi... expert que monsieur. Moi, je suis, vous savez, l'expert de l'intérieur, quoi. Celle qui sait de quoi il s'agit. Donc, l'idée, c'est d'alléger le texte, aller à l'essentiel, utiliser des phrases courtes et simples et rendre l'information plus lisible. Ce qui est vraiment super, c'est que si ça ne l'est pas encore assez, je vous montrerai un peu plus tard après, en fait, on peut le questionner encore. De la même manière, il peut adapter
des exercices que vous pouvez trouver sur Internet ou que l'enseignement va donner à votre enfant, et il va vraiment vous l'adapter. Donc, dans la version gratuite, c'est 2 téléchargements de PDF par jour. Moi, j'estime que si l'enseignant est capable de s'organiser, normalement, c'est bon. Et donc, l'idée, c'est que voilà, il m'a adapté. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo et je vais parler dessus parce que j'ai que 15 minutes. Mais donc, l'idée, c'est ce que j'ai téléchargé tel que de ce que GPT m'a donné. Alors là, pour le coup, c'était un GPT, un générateur de langage. Évidemment, et là on en revient à ce qu'on disait, l'enseignant ou le parent ou l'enfant, enfin moi j'ai tendance à penser l'enfant d'ailleurs, étant expert de ce dont il s'agit, c'est lui qui va modifier. Donc moi j'ai modifié les éléments, je surligne, moi j'aime bien surligner, je vais finir par enlever les pictos parce que trop d'infos, ou les laisser enlever des mots, etc., refaire ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parfait. Et pourquoi c'est intéressant que ce ne soit pas parfait? Parce que le temps gagné à la génération de ce document va vous permettre à vous d'interroger l'élément, que l'enfant interroge l'élément et qu'on soit sur à peu près le même temps passé. Je suis désolée, c'est pas magique. Mais par contre, on va se poser de différentes questions. C'est-à-dire, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends pas? Comment tu ferais pour comprendre? Comment tu ferais pour pas comprendre? Et qu'on est d'accord que les enfants qui ont des troubles et qui se retrouvent face à un ordinateur, déjà détestent ne pas être dans la norme. Nous tous, on déteste ne pas être dans la norme. Et en plus, parfois, il ne sait plus trop ce qu'il doit faire. Ici, s'il s'entraîne à la maison, si par miracle, il a une ergothérapeute, une orthophoniste, et voire même une psychomote, il pourrait travailler ça et le multiplier pour que quand ça arrive à l'école, ça ne soit pas aussi compliqué. Et s'il n'a pas tout ce suivi, je référence à l'étude de ce matin, ça lui permet de travailler cela. Je vous passe la vidéo, mais voilà. De la même manière, Hugo a fait l'exercice et a réussi à faire les parties où il identifie le verbe pour un exercice, mais pas tel exercice. Alors déjà, ce qui est génial avec l'IA, c'est qu'il félicite le fait qu'il ait réussi, et ça, c'est quand même cool. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant, lui, il va décomposer les exercices non réussis étape par étape, et on va se retrouver avec une proposition hyper personnalisée où si l'exercice 1 est réussi, mais que l'exercice 2 ne l'est pas, et normalement les exercices grandissent en progression sur la difficulté, on peut réussir à repersonnaliser, à retravailler. C'est-à-dire que, évidemment, soyons réalistes, un enseignant qui se retrouve dans une classe avec 23 ou 24 élèves, on adorerait qu'il puisse personnaliser tout, mais ce n'est pas forcément possible pour lui. Donc l'idée, c'est que ça peut être un espèce d'assistant à la maison. Ce n'est pas parfait, évidemment, mais c'est quand même aidant. Alors là, comme il n'y a pas de son, ma vidéo va ne servir à rien. Il n'y a pas de son, on est d'accord ? On va voir. C'est pour la dictée vocale. Et là, je voudrais m'adresser à Alexandre, s'il est encore là. Dans ses aménagements, il est dysorthographique, il me semble, et dysgraphique. Et il dit, il faut que j'apprenne à écrire encore et encore. Je fais un test pour la dictée vocale de Google. Point. Je l'utilise depuis plus de 10 ans avec les élèves, virgule, notamment ceux qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Point. On voit qu'elle n'est pas parfaite, virgule. Néanmoins, elle permet réellement de pouvoir laisser une trace écrite de son travail. Point. Les 2 seules choses qu'il faut absolument faire, virgule, c'est dicter la ponctuation, virgule, et, virgule, surtout, virgule, ne pas regarder l'écran. Point. En effet, virgule, ce n'est pas une personne à qui l'on dicte, mais bien une intelligence artificielle. Point. Alors moi, quand j'ai commencé à utiliser Google Docs, c'était pas bien du tout. Mais maintenant, c'est génial, puisqu'en fait, plus on est à l'utiliser et plus on l'éduque. Donc Alexandre, moi, ce que je vous conseille de demander au référent handicap qu'il faut que vous identifiez dans votre école, c'est lui demander d'avoir le droit à la dictée vocale dans les aménagements. Alors ça va être à peu près le même parcours du combattant que Agnès ce matin, mais nous, dans notre université, enfin moi, dans mon université, on a permis de le permettre aux étudiants, et vraiment, ça change la vie. Donc, allez vous battre pour ça, ça vaut le coup, vraiment. Il y a différents systèmes de dictée vocale. Moi, ce que je sais, c'est que ça permet vraiment de se dégager du geste scripteur. De plus, la vraie bonne idée de ça, c'est que ça permet de dicter du français écrit et pas du français oral. J'ai dû dire la ponctuation pour qu'elle soit écrite. Et ça, c'est important de façon à ce qu'en fait, vous répondiez aux attendus de l'école, mais
en faisant une moindre surcharge cognitive. Alors, ça existe depuis longtemps, la dictée vocale, mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment accessible et ça fait partie de l'IA, ça. Alors, voilà. Et aussi, ça, c'est autre chose, sur les générateurs de langage, vous avez des petits plugins où, en fait, on peut discuter avec l'IA. Et donc, comme on discute avec l'IA, pareil, le geste scripteur ou même le geste de taper n'existe plus. Et donc, on va commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Et en plus, à la fin, il vous fait une retranscription de ce qu'il a dit, ce qui est très intéressant parce que parfois, il dit quand même des énormités. Et en fait, il faut juste vérifier si tout est sous contrôle. Mais ça, c'est plutôt aidant. Je dois en être à 5 minutes. Ouais, c'est ça. Alors, l'idée, dernier élément, il peut créer des textes à trous. On met le texte, on lui demande des trous, il crée le texte à trous, 32 secondes. Il peut créer des tests, pareil, comme vous voulez. Vraiment, des questions à relier, des QCM, des questions à réponse courte. La règle, c'est qu'on télécharge son propre cours pour qu'il nous aide. Il évite les questions enchâssées. Donc là, c'est pareil. Je lui demande des questions enchâssées sur quelque chose d'horrible, hein, c'est-à-dire la littérature en première. Et donc là, l'idée, c'est qu'il arrive à faire quelque chose. Et regardez, ça c'est important, je garde 30 secondes pour ça. Définissez brièvement le courant romantique, de quels sont les principes fondamentaux du réalisme. Expliquer en quoi le romantisme diffère du réalisme, c'est pas du tout ce qu'un enseignant aurait écrit. Ce qu'un enseignant aurait écrit, c'est ça, c'est d'expliquer la différence entre les deux. Et là, on a perdu la moitié de la cohorte, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Si vous le demandez donc à un générateur de langage, il arrive à faire ça. Encore une fois, c'est pas parfait, mais c'est normal de faire des questions enchâssées parce qu'on part du principe que ça fonctionne pour les fonctionnels. Alors déjà, c'est pas le cas. Et en plus, pour les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, juste déjà qu'il faut avoir lu ces livres ou les écouter. Si en plus les questions ne sont pas forcément faciles, c'est encore pire. Donc ça, c'est vraiment aidant. Et à la décharge des enseignants, ils n'y pensent même pas. Ils font ça par habitude. Enfin, créer des cartes mentales. La carte mentale, c'est génial, mais ça prend un temps fou. Et quand on est dysgraphique, c'est horrible. Donc l'idée, c'est qu'avec GPT et Xmind, on peut le faire. Alors, c'est un peu technique, mais je vous enverrai le mode d'emploi si ça vous intéresse. On va sur un générateur de texte et on fait cette invite. Peux-tu me créer une carte mentale sur on donne le sujet ou on télécharge un document en générant le Markdown. Markdown, c'est un petit terme un peu barbare pour parler de ce que m'a fait sur la droite. Là, j'ai demandé sur les rois de France et donc j'ai une présentation. Après, attention, technique. Je vais copier le code et je vais aller sur dillinger.io. Prenez des photos. Et je vais lui demander de me coller le code. Je vais lui coller le code généré par le GPT. Et après, il y a une troisième truc. Et là, en fait, ce qu'il va me faire, c'est que je vais lui demander, attention, hop, allez-y, prenez la photo. Et là, vous générez un code Markdown que vous allez télécharger sur votre... En vrai, c'est facile à faire. Hein. Vous allez télécharger sur votre ordinateur. Et après, vous allez ouvrir Xmind que vous aurez téléchargé gratuitement, évidemment. Non, mais aucun problème. Et donc là, l'idée, c'est que vous allez utiliser Xmind, l'ouvrir, vous allez importer, et regardez, moi, je trouve ça magique à titre perso. Je vais chercher l'élément, je vous jure, je vous expliquerai tout en détail, vous demanderez. Et pouf, il m'a fait la carte mentale. Et donc, ça veut dire que je peux faire ça avec n'importe quel cours et n'importe quel élément. Et ça m'a pris... le temps que vous avez vu en vrai. Moi, je le fais avec mes élèves, ce qui fait qu'après, je leur dis, maintenant qu'on a tous la carte mentale, on va reformuler, on va la personnaliser. Et tout d'un coup, on a fait la carte mentale en évitant de passer par tous les troubles. Et en même temps, on fait quelque chose qui convient à la classe, parce que la carte mentale, ce qui est génial, c'est quand on l'a fait avec ses élèves. 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, encore moins. Ouais. Alors, ici, je demande, je suis élève de 5e. Vous savez ce que j'ai, a priori, voilà, vous savez ce que j'ai. Oui, on verra à la fin. Donc là, moi, j'ai un résumé du cours que l'enseignant a donné. Et je demande, et il va me poser des questions à choix multiples, parce que ça permet que l'enfant
se fasse lire par GPT la question ou et répondre que par une lettre. Et donc ensuite, on a une petite explication. Ce qui est super, c'est que cette question-là, moi, je ne l'avais pas comprise. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, je n'ai pas tout compris, peux-tu reformuler? Et là, c'est génial, c'est mieux qu'un parent. Il le fait, sans s'énerver. Et donc, il me reformule le cours, et là, ensuite, il peut me poser une question. Okay, alors ça, je vais passer, hop, c'est des mathématiques, vous verrez avec monsieur. Dernier élément, je vous jure, après c'est fini. Claude, c'est un des éléments, moi je l'utilise pour créer des petits exercices, parce qu'en fait, il crée des exercices générés. Et donc, vous avez ici quelque chose à droite que monsieur comprend, mais que je ne comprends pas. Ouais, c'est droite. Donc, il ne comprend pas. Et en fait, il me gère un exercice que je peux ensuite publier et partager avec mes élèves. Et donc, on a une sorte de quiz. Je vais vous montrer ma dernière slide, voilà, qu'on peut publier. Et je vais vous montrer la dernière slide, c'est génial. J'étais en formation avec des enseignantes et je propose cet élément qui est un exercice interactif et visuel pour un élève de CE2 qui est dyscalculique et donc qui a besoin d'une exploration des nombres. Et là, l'enseignante me dit, mais c'est très bien, hein, mais moi, en fait, au-delà de 3 unités, il ne comprend rien. Et donc, ce qu'on a demandé à Claude, on a dit, on va tester. On a demandé à Claude de réussir à modifier l'exercice. Et donc, c'est peux-tu modifier l'exercice pour que l'on fasse des groupements d'unités avec au maximum 3 unités par groupe au lieu de points, s'il te plaît. Et il me l'a fait. Et ça va être un tout petit peu long, peut-être une petite minute. Voilà. Non, vous n'avez pas le choix en vrai. Donc là, il modifie l'exercice. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en réalité, je vais conclure sur cet élément, le temps qu'il fasse le changement. La réalité, c'est que l'IA, aujourd'hui, elle en est qu'à ses débuts. Et c'est vraiment un outil. C'est une énorme machine calculatrice. C'est une calculatrice dont il ne faut pas avoir peur, parce que rappelons-nous que quand la calculatrice est arrivée en cours, c'était extrêmement effrayant, et aujourd'hui, aller dire aux élèves qu'on ne peut pas utiliser la calculatrice, et surtout, la calculatrice ne donne pas la réponse. Donc, regardez ce que ça a fait. Voilà, c'est ça que ça a fait. Donc, 7, c'est pas 7, c'est 3 plus 1. 1, c'est 1. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut juste qu'on réfléchisse différemment la pédagogie. Et j'ai fini. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.